Ce débat sur la politique de la France en Afrique, le groupe socialiste l'a souhaité, mais dans une forme autre que cet échange extrêmement formel qui ne nous permet pas vraiment d'exercer pleinement notre rôle de parlementaire. Il intervient dans un contexte particulièrement douloureux, celui du déclin relatif de l'influence de la France sur le continent africain, marqué par le rejet spectaculaire de la présence militaire au Mali et au Burkina Faso. Pour beaucoup, ça a été un révélateur, mais nous savons que les choses remontent à bien plus longtemps. Alors que dans les années 90, le continent était abandonné, il est désormais courtisé par de nombreux pays. La Russie, bien sûr, mais aussi la Chine et depuis bien longtemps, les États-Unis, le Japon, la Turquie, les Émirats arabes unis. Tous ont développé un appétit à l'égard de l'Afrique, tous sont nos compétiteurs. Nous avons perdu nos liens privilégiés exclusifs avec les États africains. Il est temps que nos relations deviennent ordinaires et ne soient plus marquées du sceau de la singularité. Alors que la hiérarchie du monde change, l'Afrique veut être considérée comme un acteur de plein droit sur la scène internationale. C'est un défi géopolitique majeur que le président Macron a pointé du doigt et qu'il convient de traduire dans les faits. Au fil des ans, la société civile africaine a changé. La jeunesse, qui n'a pas connu les combats pour l'indépendance, trouve dans un sentiment anticolonial le chemin alternatif vers l'émancipation. Une partie s'est même fortement radicalisée. Le panafricanisme s'est développé, partisan d'une rupture franche avec l'Occident vieillissant, qui continue pourtant à vouloir imposer son ordre mondial. Ce conflit avec l'Ouest permet d'ailleurs de réhabiliter les groupes djihadistes auprès des populations et la Russie y fait son miel. L'Afrique prend ses distances avec la France, qui a perdu sa position privilégiée. Mais pourquoi l'aurait-elle ? Parce qu'elle ne se distingue pas. Elle ne développe pas une diplomatie originale, des liens nouveaux, équilibrés et respectueux. Certes, le président proclame la fin de la France-Afrique. Bon, ça concerne que l'Afrique francophone, mais ce n'est pas nouveau. Depuis Georges Pompidou, tous ses prédécesseurs l'ont fait avant lui, et pourtant, nous avons continué à surfer sur nos relations anciennes, basées sur notre histoire coloniale, empreinte de corruption et de clientélisme, de double langage et d'arrogance. Du fait de l'importance du continent africain et de son affirmation sur la scène internationale, la France ne peut se passer d'une politique à l'égard de l'Afrique, mais elle doit changer d'approche. Le 27 février, Emmanuel Macron a prononcé un discours qui se voulait fondateur. Nous attendions qu'il clarifie donc les nouvelles orientations de sa politique dans un contexte pour le moins tendu. Au lieu de ça, cette intervention s'inscrit plutôt dans la continuité et sur beaucoup de points reste floue. En tout état de cause, elle ne constitue pas les prémices d'une nouvelle politique africaine. Sur le plan militaire, je tiens à rendre hommage à l'engagement de nos soldats lors des opérations Serval et Barkhane. Et vous avez raison, monsieur le ministre, ils ont eu de vrais succès. Mais nous n'avons pas réussi à enrayer l'implantation des groupes djihadistes. On nous a reproché, c'était extrêmement exploité, mais on nous a reproché d'avoir saisi cette occasion pour asseoir un peu plus notre présence militaire. De nombreuses fois alertée par notre commission, la ministre des Armées de l'époque nous annonçait l'arrivée de nos partenaires européens au sein de Takuba. Franchement, on ne peut pas dire que ce soit une vraie réussite. En tout cas, je ne le vois pas comme une réussite. Je trouve que l'Union européenne a montré de ce point de vue sa faiblesse. Or, si elle ne veut pas être la grande perdante de la compétition qui s'est engagée et en Méditerranée et sur le continent, elle doit s'impliquer davantage dans cette zone instable, en considérant l'Afrique ni comme un libre-service, une réserve de richesses et de matières premières rares, ni comme une menace vis-à-vis de laquelle il faudrait se barricader. Nous ne sommes plus le gendarme de l'Afrique, vous l'avez dit, ce temps est révolu, alors il nous faut changer de modèle. Le président de la République encore l'a affirmé, l'influence de la France ne se mesurera plus au nombre de nos opérations militaires ni au nombre de nos bases. Il préconise la réduction de l'empreinte directe de nos forces au profit d'un soutien aux forces de sécurité de la région. Vous avez développé beaucoup de choses, monsieur le ministre, tout à l'heure. Alors cela signifie-t-il que nous entrons dans une phase de repli ? Ou est-ce que nous allons continuer à nous mobiliser contre le djihadisme qui touche désormais des pays qui jusqu'alors en étaient prémunis, comme le Mozambique ? Dans le domaine de l'aide au développement, Emmanuel Macron a fait des annonces aussi lors de l'Élysée. Sur le fond, nous avons bien entendu que la notion d'aide au développement est à proscrire. Selon un proverbe africain, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Il nous invite à passer d'une logique de l'aide à une logique d'investissement solidaire et partenarial. Là aussi, franchement, ça s'inscrit dans une rhétorique déjà ancienne et malheureusement, les Africains ont l'habitude de ces déclarations non suivies d'effets.
Si les annonces présidentielles confirment la mobilisation de la France en faveur de la solidarité internationale, notamment droits humains, climat, santé, éducation, jeunesse, égalité femmes-hommes, nous regrettons cependant que l'eau et l'assainissement n'aient pas été cités alors qu'ils étaient une priorité sectorielle que nous avons inscrite dans la loi du 4 août 2021. Mais ce sont les organisations de la société civile qui ont été les grandes oubliées des priorités proposées par le président. Les ONG françaises, bien sûr, mais aussi les ONG des pays partenaires. Par leur proximité et leurs engagements auprès des populations, elles jouent un rôle majeur. Nous devons en faire des partenaires privilégiés de notre politique. S'il est rappelé dans le discours du président les efforts financiers engagés par la France jusqu'en 2022, la trajectoire des financements a cependant été éludée. Les engagements de la France sont pourtant clairs sur ce sujet. Ils sont inscrits dans la loi du 4 août 2021 qui affiche une trajectoire visant à allouer 0,7% de revenu national brut de la France à l'aide publique au développement à l'horizon 2025. Nous sommes absolument opposés à rouvrir un débat qui a déjà été tranché et nous souhaitons que cette trajectoire soit maintenue. Enfin, il nous manque toujours cet outil d'évaluation de nos politiques publiques d'aide au développement prévu par la loi. Voilà 2 ans que la commission d'évaluation aurait dû être mise en place. Pourquoi tant de tergiversations ? Nous vous rappelons que nous avons adopté au Sénat le rattachement de la commission auprès de la Cour des comptes. Dans la stratégie 3D que le gouvernement a théorisée, que je trouve qu'il n'a pas réussi non plus, l'appareil militaire de défense et de développement était étroitement lié à la diplomatie. Sur ce point, une question se pose. La diplomatie française fait-elle preuve de naïveté ou d'aveuglement ? Avons-nous sous-estimé la puissance du ressentiment et de la rancune que ces pays nourrissaient à l'égard de la France, surtout si l'histoire était convoquée par une propagande hostile, et je ne le nie pas, au contraire. Mais moi, je ne le crois pas. Je pense plutôt que notre logiciel politico-diplomatique est ancien et obsolète. On fait de la diplomatie comme on en faisait il y a encore quelques décennies, à l'époque où la France faisait et défaisait les régimes en place, qu'elle en avait les moyens financiers et humains. La France a oublié peut-être que l'Afrique des gouvernants, ce n'est pas forcément celle des peuples. Depuis quelques années, les moyens donnés à la diplomatie française sont trop faibles comparés à ceux des autres pays. Et même si l'Afrique n'est pas la plus mal lotie, n'est pas plus démunie que d'autres pays, nos petites ambassades sont contraintes de fonctionner en couteau suisse. Ainsi, au Sahel, la présence de la France a été beaucoup plus militaire que diplomatique. Et la réforme d'Emmanuel Macron du corps diplomatique parue le 16 avril n'a pas apaisé nos inquiétudes. Elle n'apporte aucune amélioration. Nous craignons même au contraire qu'elle fragilise l'appareil diplomatique français, ce qui serait affaiblir le rayonnement de la France. C'est donc une situation inquiétante au moment où nous avons vraiment besoin de diplomates aguerris et compétents. Je veux d'ailleurs leur rendre hommage. Le président de la République a essayé d'ouvrir d'autres voies de dialogue lors du sommet Afrique-France à Montpellier. J'y étais. Ce fut un très bel événement, mais qu'en reste-t-il ? Un observatoire pour la démocratie. À quoi sert cette initiative ? La démocratie ne se décrète pas en laboratoire. Elle est portée par un mouvement populaire. Elle est le fruit d'un engagement politique. Emmanuel Macron a voulu une démarche moderniste. Il a proposé un schéma suranné et à contresens. Et de la même manière, alors que le franc CFA fait l'objet de débats passionnés depuis des décennies, une annonce venue d'en haut entre le président Ouattara et le président Macron, sans processus de décision auprès des autres chefs d'État, sans consulter bien entendu les populations, ne peut que faire débat. Une décision imposée est une décision suspecte, toujours. À quoi sert donc de vouloir imposer nos modèles clés en main ? Il suffit de soutenir une gouvernance respectueuse des droits humains sans imposer un agenda démocratique irréaliste. Le chef d'État a insisté sur la démocratie et la liberté dans son discours du 27 février à l'Élysée. Or, depuis son élection, il s'est certes très souvent rendu en Afrique, mais souvent dans les pays les moins démocratiques du continent et qui abritent les plus anciens autocrates ainsi que leurs dynasties. Il semble que la réelle politique le dépasse toujours. Et nous ne reprochons pas d'ailleurs à Emmanuel Macron de pratiquer la réelle politique afin de faire progresser l'influence de la France. Nous mesurons combien l'exercice est difficile. Ce que nous condamnons, c'est le double langage. On accepte le pouvoir militaire au Tchad et on le condamne au Mali. Nous perdons toute crédibilité lorsque nous défendons des valeurs à géométrie variable. Nous devons nous montrer plus attentifs aussi aux tragédies qui touchent le continent, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité en Éthiopie, au Soudan, en RDC. Et les pénuries alimentaires sont autant
de tragédies. En raison du réchauffement climatique, elle frappait déjà les régions de la Corne de l'Afrique. La situation s'est aggravée, nous le savons, par la non-livraison de céréales à bas prix venues de l'Europe de l'Est, sans que, et on est en train peut-être d'y remédier, sans que ni l'Union européenne ni la France ne puissent en prendre le relais de façon claire, précise, du moins à court terme, pour faire face à la disette. En République centrafrique et au Burkina Faso, vous le savez, le chantage alimentaire constitue un des facteurs déterminants de la montée de l'influence de la Russie. Ces crises alimentaires vont immanquablement déboucher vers une nouvelle crise migratoire. Madame la ministre, monsieur le ministre, sachez que lors du débat sur l'immigration, nous veillerons à ce que notre politique de développement ne soit pas assujettie aux enjeux de politique intérieure. Et dites au ministre Darmanin que sa politique restrictive des visas a coupé les liens indéfectibles avec les Africains et particulièrement avec la jeunesse. La politique de la France en Afrique est illisible, elle est blessante. Blessante car chaque fois que la France s'exprime, elle fait preuve d'un certain paternalisme et de condescendance, de maladresse et de propos déplacés qui alimentent le sentiment anti-français, tant auprès des gouvernants que des populations fatiguées par ces remarques désobligeantes. Les maladresses se multiplient et les incompréhensions demeurent. Nous avons pourtant un formidable atout, vous en parliez tout à l'heure, Madame la Ministre, mais nous ne l'avons pas utilisé, quels que soient les gouvernements. Il s'agit de l'espace francophone qui va pouvoir être un vrai vecteur pour nous. En conclusion, il est temps de procéder à des évolutions dans notre dialogue avec l'Afrique, plus exactement bien sûr avec les Afriques, mais moi je me suis penchée effectivement, comme vous, Monsieur le Ministre, sur l'Afrique francophone, car c'est là que nous avons un lourd héritage à purger. C'est là que nous avons un lourd héritage à purger. Faute de quoi, le continent entier risque de glisser vers une forme de chaos, et c'est la Russie et la Chine qui en tireront immanquablement les bénéfices, en y pillant d'ailleurs l'ensemble des ressources.